En seulement 48 heures, le Sahel, une région longtemps figée, a connu un bouleversement total. Ce qui semblait être un territoire dépendant de l'aide extérieure a pris une nouvelle direction sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré. Comment une telle transformation a-t-elle pu se produire si rapidement ? Si la réponse résidait dans cette décision de reprendre l'initiative avant que l'opportunité ne disparaisse à jamais. Le paradoxe de cette réussite tient dans la rapidité avec laquelle un peuple longtemps dominé a décidé de reprendre le contrôle de son avenir. Ce retournement fulgurant mené par Ibrahim Traoré ne s'est pas produit par hasard. En quelques jours, le Burkina Faso a transformé une situation qui semblait figée depuis des décennies. Cette réussite ne relève pas seulement de la stratégie militaire, mais de l'affirmation d'une autonomie bien plus profonde. Il ne s'agissait pas uniquement de regagner du terrain, mais de redéfinir un équilibre géopolitique qui semblait inaccessible. La promesse, tenace dans les coulisses, était de montrer qu'une région, longtemps perçue comme dépendante, pouvait redevenir maîtresse de son destin. Ce qui est en jeu ici, c'est bien plus que la souveraineté militaire. C'est la possibilité d'un modèle africain local, pensé pour l'Afrique, sans la tutelle de l'aide extérieure. Ibrahim Traoré, avec son approche pragmatique et résolue, a non seulement mis en place une stratégie efficace, mais a aussi insufflé une nouvelle dynamique de confiance en la capacité des peuples sahéliens à se gérer eux-mêmes. Cette approche pourrait-elle marquer un tournant historique dans la manière dont l'Afrique se perçoit sur la scène mondiale ? La question reste ouverte. Le 2 octobre 2025, un événement inattendu a secoué le Sahel, provoquant un renversement radical dans la dynamique régionale. En seulement 48 heures, les armées sahéliennes, traditionnellement perçues comme dépendantes des forces extérieures, ont réussi à inverser un rapport de force qui semblait figé depuis des décennies. Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, a orchestré une offensive qui a non seulement rétabli l'équilibre des forces, mais a également montré au monde que l'autonomie sahélienne n'était plus une utopie. La mécanique de ce changement, patiemment construite, ne réside pas dans un miracle militaire, mais dans une série de choix méthodiques, d'initiatives locales et d'un alignement précis des forces sahéliennes. Les signes avant-coureurs de cette transformation étaient déjà perceptibles dans les mois précédents. Le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, a commencé à préparer le terrain pour une offensive qui ne viendrait pas de l'extérieur, mais des forces locales. Des réseaux chiffrés ont été mis en place, des drones assemblés localement et des unités de combat ont été formées pour opérer en totale indépendance. Les premières étapes de ce processus sont presque invisibles pour le grand public, mais elles ont été cruciales pour ceux qui allaient suivre. L'offensive de Tindiban n'a pas seulement été un succès militaire, elle a marqué une nouvelle ère de souveraineté technique et stratégique pour toute la région. L'impact immédiat de cette offensive a été frappant. Les positions ennemies ont été neutralisées rapidement, les communications ont été fluidifiées et les pertes civiles ont été minimisées. Un exploit rare dans les conflits de cette ampleur. Ce succès a envoyé un message clair, non seulement aux forces extérieures, mais aussi à la population sahélienne. Le Sahel n'est plus un terrain de jeu pour des puissances étrangères. C'est désormais un terrain de souveraineté partagée, une région qui, malgré les critiques et les doutes, a prouvé qu'elle pouvait non seulement se défendre, mais aussi reprendre le contrôle de son propre destin. Ibrahim Traoré n'est pas un leader de guerre classique, ni un héros mythifié. Son approche, pragmatique et discrète, reflète la résilience d'un homme formé dans l'adversité et forgé par les échecs répétés de son pays. À la tête du Burkina Faso, il a incarné une vision différente de la politique militaire, privilégiant la cohérence et la planification sur l'impulsivité. Ses décisions, souvent prises dans des salles dépouillées et à la lumière d'une simple ampoule, ont radicalement changé la trajectoire du pays et de la région. Loin de l'image du général flamboyant, Traoré est décrit par ses proches comme un homme qui parle peu, choisit ses mots avec soin et surtout passe des nuits blanches pour veiller à chaque détail de la stratégie. Son leadership a été marqué par un élément clé, la capacité à relier les forces locales, à briser les barrières internes et à créer une véritable cohésion au sein de l'armée burkinabé. Avant l'offensive, les signes de ce changement étaient visibles dans les petites innovations techniques qui ont commencé à émerger.
Des ingénieurs sahéliens ont testé des réseaux de communication locaux, des drones ont été assemblés à Niamey et testés en conditions réelles. Ces gestes, apparemment anodins, étaient en réalité les premières pierres d'un système d'autonomie totale qui allait faire la différence lors de l'opération de Tindiban. Ce processus a permis de transformer la perception même de l'autonomie en Sahel, passant de la dépendance à la souveraineté. Le premier impact de cette transformation a été la prise de décisions plus rapides, plus précises et sans interférence extérieure. Cette efficacité opérationnelle n'a pas seulement été un succès militaire, elle a renforcé le moral des troupes et montré à la population que le changement était non seulement possible, mais déjà en marche. La rapidité avec laquelle les forces sahéliennes ont inversé la situation lors de l'offensive de Tindiban a pris de court tant les observateurs locaux qu'internationaux. En quelques heures seulement, les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont mis en place une stratégie coordonnée qui a permis de neutraliser une menace imminente. Ce changement radical dans la dynamique régionale n'a pas été le fruit d'une improvisation, mais d'une série d'initiatives méthodiques qui se sont concrétisées en un véritable test de souveraineté. Le point d'inflexion a eu lieu dès les premières heures du 2 octobre 2025. Dès que les signaux interceptés ont révélé des rassemblements ennemis inhabituels, les forces sahéliennes ont réagi sans délai. Des convois rapides ont été mis en place, des dépôts de carburant ont été ciblés, et les premières frappes ont démantelé les structures de commandement ennemies. Le plan était simple, mais son exécution était d'une précision redoutable. Détruire la mobilité de l'ennemi, éliminer les dépôts stratégiques, puis anéantir toute capacité de commandement. En l'espace de quelques heures, l'ennemi était pratiquement aveugle et incapable de riposter. L'intensité de l'offensive a été amplifiée par l'utilisation de drones fabriqués localement. Ces drones, qui avaient été assemblés à Niamey, ont fourni des informations en temps réel aux forces burkinabées, permettant une réactivité exceptionnelle sur le terrain. Cette capacité à agir rapidement et efficacement a bouleversé le rapport de force sur le terrain. Le temps entre la détection d'une menace et l'action était désormais mesuré en minutes, pas en heures, comme c'était le cas par le passé. Ce basculement a marqué la fin d'une période où l'intervention extérieure dictait la cadence des opérations. Les troupes sahéliennes, opérant en totale autonomie, ont démontré que la région pouvait non seulement résister, mais aussi prendre l'initiative. La coordination entre les trois pays était fluide, chaque unité ayant été formée pour fonctionner en parfaite synchronisation grâce à des réseaux de communication locaux et à un protocole d'action unifié. L'impact de cette offensive a été immédiat, tant sur le plan militaire que psychologique. Non seulement les positions ennemies ont été neutralisées, mais les pertes civiles ont été remarquablement faibles. Moins de 3% des pertes ont été enregistrées. Un exploit rarissime dans un conflit de cette nature. Cette précision a été attribuée à la fois à la formation des troupes locales et à l'optimisation des équipements militaires, qui avaient été conçus spécifiquement pour répondre aux besoins du terrain. À mesure que les troupes sahéliennes progressaient, l'ennemi se retrouvait isolé, sans possibilité de se regrouper ou de contre-attaquer efficacement. La domination de l'espace a été totale et l'ennemi n'a pas eu le temps de réagir avant qu'il ne soit trop tard. L'activation des drones, couplée aux frappes coordonnées, a non seulement démoralisé l'adversaire, mais a également renforcé la légitimité de la souveraineté sahélienne. Ce qui semblait être une offensive risquée et audacieuse a finalement prouvé que les pays du Sahel pouvaient prendre leur destin en main. En agissant avec une efficacité et une rapidité impressionnantes, ils ont démontré qu'ils étaient prêts à assumer leur propre sécurité, sans dépendre d'un quelconque acteur extérieur. Ce fut un véritable test de souveraineté, mais aussi une victoire psychologique qui a redéfini l'équilibre de pouvoir dans la région. Les preuves tangibles de la réussite de l'offensive de Tindiban ne se sont pas seulement manifestées dans l'ampleur des destructions ennemies, mais aussi dans des chiffres précis qui témoignent de l'efficacité des forces sahéliennes. 3 données clés ont permis de mesurer le succès de l'opération, le temps d'exécution, les pertes civiles et le nombre de positions ennemies neutralisées. Ces chiffres, qui ont été rapidement vérifiés par les autorités sahéliennes et les observateurs internationaux, ont eu un impact considérable sur la perception de l'autonomie sahélienne. Le premier indicateur crucial
et le temps. L'opération, qui a duré à peine 72 heures, a permis de passer de l'alerte à l'attaque coordonnée dans un laps de temps inouï. Comparé à des opérations similaires menées sous supervision extérieure, ce délai exceptionnellement court témoigne de la fluidité et de la rapidité des décisions prises sur le terrain. Cette efficacité, selon les analystes régionaux, s'explique par la disparition des intermédiaires étrangers et l'établissement d'un protocole d'action qui a permis aux forces sahéliennes de répondre instantanément aux menaces. Le second chiffre marquant est le taux de perte civile resté étonnamment faible, moins de 3%. Ce taux, considéré comme exceptionnel pour une offensive de cette envergure, a été le fruit d'une planification méticuleuse et de frappes ciblées. Les analystes militaires ont souligné que la précision des frappes a été rendue possible par l'utilisation de technologies locales telles que les drones assemblés à Niamey et par l'expérience des soldats sahéliens qui ont su éviter les zones civiles tout en concentrant leurs efforts sur des cibles militaires. Enfin, le troisième chiffre qui a captivé l'attention des experts internationaux est celui des positions ennemies neutralisées. En moins de 48 heures, plus de 120 positions ennemies ont été détruites. Ce chiffre impressionnant n'a pas seulement révélé l'ampleur de l'offensive, mais aussi la coordination parfaite entre les armées du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les frappes de drones, les attaques au sol et les frappes aériennes ont été menées en parfaite synchronisation, réduisant au minimum les risques d'erreur. Ces chiffres ne sont pas seulement des statistiques militaires, ils montrent une transformation radicale dans la manière dont les forces sahéliennes perçoivent leur propre capacité d'action. Là où, par le passé, l'intervention extérieure dictait le rythme et les modalités des opérations, le Sahel a démontré qu'il était désormais capable de définir et de conduire ses propres stratégies de manière autonome. Cette indépendance retrouvée, matérialisée par ces trois chiffres, a renforcé la position de l'Afrique dans le cadre de la lutte pour la souveraineté. L'impact de ces chiffres va bien au-delà des simples résultats d'une bataille. Ils incarnent un changement de paradigme, une nouvelle vision de ce que peut être la sécurité sahélienne, loin des rapports de dépendance vis-à-vis des puissances étrangères. Le Sahel, par ses réussites mesurées, a non seulement montré qu'il pouvait résister, mais aussi qu'il était capable de reprendre l'initiative. Malgré l'ampleur du succès de l'offensive de Tindiban, deux critiques majeures ont émergé dans les analyses internationales. La première critique suggère que l'opération a été trop risquée, voire téméraire. Selon cette vision, Ibrahim Traoré aurait misé la stabilité du Burkina Faso sur une démonstration de force militaire qui risquait de se retourner contre lui. Les opposants à cette lecture jugent cette initiative comme un pari trop audacieux, susceptible de fragiliser davantage une région déjà marquée par des décennies de conflits. Ils soulignent la militarisation croissante et le glissement vers une stratégie unilatérale qui défie les acteurs extérieurs, notamment les bailleurs de fonds internationaux et les puissances coloniales historiques. La seconde critique, plus subtile, avance que l'unité entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger n'est qu'une façade. Ces analystes estiment que les divergences politiques internes et les pressions diplomatiques risquaient d'entraîner la désintégration de l'alliance AES, Alliance pour la souveraineté du Sahel. D'après eux, l'offensive de Tindiban ne serait qu'une réponse circonstancielle, une alliance temporaire formée sous la pression du moment. Une fois la menace immédiate écartée, cet équilibre fragile s'effondrerait sous les tensions internes et les divergences stratégiques. Cependant, les faits démentent ces critiques. L'offensive de Tindiban ne fut en aucun cas le fruit d'une impulsion irréfléchie. Au contraire, elle s'est construite sur des mois de préparation, d'intelligence partagée et de coordination étroite entre les trois pays sahéliens. Les choix tactiques qui ont guidé l'opération était le résultat d'une planification minutieuse où chaque aspect de la campagne avait été pensé pour maximiser les chances de succès tout en minimisant les risques. Ces critiques se basent sur des hypothèses fondées sur le passé, où les alliances sahéliennes avaient souvent échoué, mais elles ne prennent pas en compte les progrès réalisés dans la coordination technique et militaire de ces trois pays. En outre, l'unité entre les forces sahéliennes n'a pas seulement été une réponse militaire, mais un véritable test de solidarité politique et stratégique. La synchronisation parfaite des actions de l'armée burkinabé,
malienne et nigérienne a montré qu'une coopération régionale pouvait non seulement fonctionner, mais aussi surpasser les attentes. L'efficacité de l'offensive a prouvé que la coordination régionale, construite sur des bases locales et indépendantes, peut offrir une alternative viable à l'intervention extérieure. Ainsi, la critique d'une témérité militaire et celle de l'unité fragile de l'AES ne sont pas fondées sur la réalité du terrain. Les faits montrent que l'offensive de Tindiban est le résultat d'une préparation stratégique rigoureuse et d'une solidarité régionale qui dépasse les divergences passées. Ces données viennent contrer les arguments des sceptiques et soulignent la solidité de l'initiative sahélienne. L'ampleur du changement imposé par l'offensive de Tindiban s'est révélée dès les premiers jours, et la transformation des forces sahéliennes a dépassé ce que beaucoup auraient imaginé possible. Ce qui semblait être un pari risqué est rapidement devenu une démonstration de souveraineté en action. Dans les heures qui ont suivi, le Sahel a prouvé qu'il était capable de prendre en charge sa propre défense, d'agir avec une rapidité et une précision qui ont totalement redéfini l'équilibre des pouvoirs. Les premiers succès, appuyés par des chiffres précis, ont témoigné d'une stratégie militaire bien rodée. En moins de 48 heures, des positions stratégiques ont été prises, des cibles cruciales neutralisées et la surprise ennemie exploitée à son maximum. La force de cette offensive a résidé dans son aspect coordonné et localement piloté. Il ne s'agissait pas seulement de reprendre des territoires, mais de prouver une nouvelle forme de souveraineté. Mais cette victoire n'était qu'une partie de l'équation. Le véritable tournant résidait dans la manière dont cette réussite allait se traduire à plus long terme. La question était désormais de savoir si cette initiative pouvait être consolidée et étendue à l'échelle régionale, et si la dynamique créée pourrait maintenir l'élan nécessaire pour faire face aux défis à venir. L'offensive de Tindiban a eu des conséquences immédiates et profondes qui ont résonné bien au-delà du champ de bataille. Au niveau militaire, la plus grande réussite a été la consolidation de la souveraineté sahélienne. Ce n'était pas simplement une victoire sur le terrain, mais un message clair à l'international. Les pays du Sahel peuvent non seulement se défendre, mais aussi prendre l'initiative dans leurs propres affaires. Le modèle sahélien a démontré qu'il pouvait fonctionner sans dépendre d'acteurs extérieurs, une étape fondamentale vers l'autonomie régionale. Du côté des civils, les effets de l'offensive se sont fait ressentir immédiatement. Alors que d'autres opérations dans la région avaient été marquées par des pertes massives et une déstabilisation prolongée, l'opération Tindiban a réussi à maintenir un taux de pertes civiles remarquablement faible, sous les 3%. Cette précision a renforcé la confiance de la population dans leur capacité à se protéger tout en minimisant les dégâts collatéraux. Dans les villages frontaliers, la situation a rapidement évolué, les déplacés ont commencé à revenir, les marchés ont rouvert et un sentiment de sécurité a progressivement remplacé la peur qui dominait depuis des années. Les radios locales, autrefois silencieuses, ont repris l'antenne, diffusant des messages de réconciliation et de reconstruction. Sur le plan géopolitique, l'impact a été tout aussi significatif. L'alliance entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, bien que critiquée par certains, s'est révélée plus solide qu'attendu. La coopération militaire a donné naissance à un modèle de coordination régionale qui a inspiré d'autres nations africaines. Cette alliance a prouvé qu'il était possible pour des pays sahéliens de travailler ensemble pour défendre leurs intérêts communs sans avoir besoin d'une supervision extérieure. Les relations diplomatiques entre les trois pays se sont renforcées et l'ASE, l'Alliance pour la souveraineté du Sahel, est devenue un modèle pour d'autres régions en quête de solutions africaines aux défis africains. Cependant, cette réussite ne signifie pas que les défis sont derrière eux. L'impact de cette opération dépendra de la capacité de maintenir l'unité régionale et de transformer l'élan créé en réformes durables. Les trois pays devront continuer à renforcer leur coopération militaire, mais aussi à travailler ensemble pour stabiliser l'économie, renforcer les institutions locales et assurer le bien-être de la population. L'adhésion de la population, qui a été un facteur clé de la réussite de l'opération, devra être entretenue à travers des politiques inclusives et transparentes. La véritable question qui se pose désormais est jusqu'où cette dynamique peut-elle aller ? L'offensive de Tindiban a prouvé que l'Afrique pouvait non seulement résister aux défis extérieurs, mais aussi redéfinir son propre avenir.
La question est désormais de savoir si ce modèle pourra être reproduit et consolidé dans d'autres parties du continent. En l'espace de quelques semaines après l'offensive de Tindiban, plusieurs scénarios possibles se dessinent pour les mois à venir. Ces trajectoires dépendront largement de la capacité des pays du Sahel à capitaliser sur cette victoire et à maintenir l'élan acquis. 3 scénarios se dessinent clairement. Un scénario de consolidation, un scénario optimiste et un scénario pessimiste. Dans le scénario de base, les pays du Sahel parviennent à maintenir leur unité et à préserver les acquis de l'offensive. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger continuent de coopérer étroitement, non seulement sur le plan militaire, mais aussi dans des domaines stratégiques tels que la sécurité, l'économie et la gestion des ressources. La doctrine de l'intelligence, de la mobilité et de l'unité devient la pierre angulaire des politiques régionales. Cependant, la principale menace dans ce scénario est la fatigue. Une victoire rapide et marquante peut parfois entraîner une stabilisation qui se fige en routine. Pour que cette dynamique perdure, il faudra éviter que l'élan de la guerre ne se transforme en une victoire symbolique sans suite concrète. La cohésion interne et l'innovation technique devront être soutenues par des politiques institutionnelles solides. Dans le scénario optimiste, l'offensive de Tindiban inspire d'autres pays africains à suivre l'exemple de coopération régionale. L'impact de la victoire s'étend au-delà du Sahel, avec d'autres États africains cherchant à renforcer leur autonomie et leur souveraineté. Des partenariats sud-sud se développent dans des secteurs clés comme la cybersécurité, la production locale de drones et les infrastructures. Les sanctions internationales commencent à s'assouplir, offrant ainsi un cadre favorable pour l'expansion économique et l'innovation. Dans ce scénario, la stabilité politique et la croissance économique permettent au Sahel de se positionner comme un acteur central sur la scène internationale. Le scénario pessimiste, quant à lui, envisage une dégradation de la situation. Bien que l'offensive ait été un succès militaire, les divergences politiques entre les pays sahéliens pourraient commencer à s'accentuer. La pression diplomatique extérieure et la désinformation pourraient semer la discorde au sein de l'AES. L'unité qui semblait solide après l'opération pourrait se fragiliser et les forces internationales pourraient revenir pour tenter de reprendre le contrôle. Ce scénario pourrait aussi être aggravé par un manque de financement et de ressources pour soutenir les initiatives locales. Dans ce contexte, l'opération de Tindiban ne serait plus qu'un moment isolé de résistance, sans capacité de transformation à long terme. En somme, les mois à venir seront décisifs pour la pérennité des changements apportés par Tindiban. Le Sahel doit naviguer entre ces 3 scénarios, en optimisant ses chances de consolidation tout en restant vigilant face aux défis internes et externes. Le succès de cette transformation dépendra de la capacité des dirigeants sahéliens à éviter les pièges de la complaisance et à maintenir un équilibre entre autonomie et coopération régionale. L'impact de l'offensive de Tindiban ne se limite pas seulement à un changement militaire ou géopolitique. Il touche également des groupes qui, jusqu'à présent, étaient souvent ignorés ou perçus comme passifs dans les dynamiques régionales. Les habitants des zones frontalières, qui ont vécu pendant des années sous la menace constante de violence, ont ressenti ce changement de manière intime. Leur vie quotidienne, marquée par les déplacements et la peur, ont soudainement été transformées. Les radios locales, autrefois muettes sous la pression des informations externes, ont retrouvé leur voix, et cette renaissance de la communication a permis aux habitants de se réapproprier leur propre récit. Les jeunes, qui ont grandi avec l'idée que leur avenir était incertain, ont commencé à percevoir un avenir plus prometteur. L'offensive a agi comme un catalyseur pour des initiatives locales. À Bobo-Dioulasso et Ouagadougou, des jeunes ingénieurs se sont inspirés des drones fabriqués localement, rêvant de solutions autonomes pour leur pays. Les étudiants en sciences sociales, eux, ont organisé des débats et des conférences pour discuter de l'impact de cette victoire sur la gouvernance locale et sur la souveraineté régionale. Une nouvelle génération de citoyens sahéliens commence à se lever, déterminés à ne pas répéter les erreurs du passé et à prendre sa place dans un monde en constante évolution. Cependant, il reste encore beaucoup à faire. La transformation des mentalités et des structures nécessite des actions concrètes pour continuer à renforcer cette dynamique. Les leaders communautaires, les acteurs locaux
et les jeunes ont un rôle clé à jouer dans ce processus. Leur engagement, leur capacité à maintenir cette énergie collective et à encourager les autres à participer à cette transformation seront essentiels pour garantir la pérennité de l'autonomie sahélienne. Ce mouvement, qui a commencé sur le terrain, doit maintenant se déployer à une échelle plus large, au-delà des frontières de chaque nation du Sahel. Pour que l'offensive de Tindiban ne reste pas un simple événement militaire, il est essentiel de transformer cette dynamique en un modèle durable de gouvernance et de souveraineté. Les pays du Sahel, tout en continuant à renforcer leur coopération militaire, doivent aussi aborder les défis socio-économiques et institutionnels. Un plan en 5 étapes pourrait guider cette transformation, chaque étape étant conçue pour consolider les acquis de l'opération tout en favorisant une croissance stable et inclusive. La première étape consistera à renforcer la coopération militaire régionale. L'objectif serait de créer une académie militaire commune qui formerait des officiers capables de réfléchir et d'agir selon une logique régionale. Les promotions conjointes, les exercices militaires et les manœuvres unifiées deviendraient totalement la norme. Cela permettrait de maintenir la synergie entre les armées sahéliennes tout en garantissant leur capacité à répondre de manière autonome aux menaces. La deuxième étape serait de sécuriser l'économie. Les anciens corridors de conflit, désormais pacifiés, devraient devenir des corridors agricoles et commerciaux. Le processus de réhabilitation des infrastructures et des marchés locaux devrait se concentrer sur la sécurité alimentaire et la réintégration des populations déplacées. Un plan de revitalisation de l'économie locale, porté par les jeunes et les communautés, pourrait soutenir la transition vers un modèle économique plus autonome. La troisième étape serait de favoriser l'innovation technologique. Les systèmes de drones, les réseaux de communication et les infrastructures locales doivent être conçus et fabriqués sur place. En soutenant les entreprises locales dans ces domaines, les pays du Sahel pourraient renforcer leur indépendance technologique et réduire leur dépendance vis-à-vis des puissances extérieures. Ensuite, un programme de reconnexion des communautés et de réconciliation devra être mis en place. Les tensions entre les communautés et les pays voisins doivent être apaisées par des échanges culturels et sociaux. La réintégration des villages dans les circuits administratifs et éducatifs serait une priorité. Enfin, la dernière étape consistera à établir une gouvernance régionale solide. La création d'un conseil permanent de l'AES, basé à Niamey, pourrait jouer un rôle central dans la coordination des politiques diplomatiques, des infrastructures et des crises. Cette institution devrait garantir que les décisions majeures soient prises à l'échelle locale, sans intervention extérieure. L'offensive de Tindiban n'a pas seulement modifié l'équilibre militaire du Sahel, elle a redonné une fierté collective à une région longtemps perçue comme marginale. Ce n'est pas simplement une victoire militaire, mais un moment où le Sahel a décidé de se réapproprier son destin. En traversant les villages récemment libérés, les habitants exprimaient une confiance retrouvée, parfois avec des mots simples mais puissants. « Cette fois, c'est nous ». Cette phrase, répétée de manière presque rituelle dans les rues, résonnait comme un symbole de renouveau et de souveraineté. Les leaders sahéliens, comme Ibrahim Traoré, ont compris que la véritable victoire ne réside pas dans la prise de territoire, mais dans la reconstruction des liens sociaux, économiques et politiques. À Ouagadougou, à Bamako, à Niamey, l'espoir commence à remplacer la peur. Les communautés autrefois brisées se réunissent autour de nouvelles idées de coopération et de croissance. Ce processus de réconciliation et de construction est fragile, mais il porte en lui une force qui dépasse la simple stratégie militaire, la force d'un peuple qui choisit de se relever, de se redéfinir et de se réinventer. Cette nouvelle dynamique ne fera peut-être pas l'unanimité, mais elle représente un premier pas vers un avenir autonome et durable, façonné par les mains des habitants du Sahel eux-mêmes. L'histoire de Tindiban, c'est avant tout l'histoire de ce peuple qui a osé rêver à nouveau. À travers l'offensive de Tindiban, le Sahel a prouvé qu'un autre avenir était possible. Un avenir où les nations africaines peuvent définir leur propre voie. Mais ce n'est que le début. Le chemin vers une autonomie durable, demande encore du travail, de l'engagement et une volonté collective de transformer les défis en opportunités. C'est à nous tous de soutenir cette dynamique, en reconnaissant le rôle crucial que chaque individu, chaque communauté peut jouer dans la construction de ce futur commun.
Alors, qu'en pensez-vous? Comment pouvons-nous, à notre échelle, contribuer à ce mouvement de souveraineté, de réconciliation et de développement? L'histoire de Tindiban nous invite à réfléchir, à nous engager et à participer à cette transformation profonde. Le Sahel a fait son choix, et maintenant c'est à nous de voir comment nous pouvons, chacun à notre manière, soutenir cette vision collective. Ensemble, nous pouvons être acteurs d'un changement durable,